Bienvenue à tous. Parfait. Alors, tel qu'on l'a mentionné, on va commencer. Il est 13h03. Je vous indique tout de suite qu'on est au compteur de 141 participants. Donc, merci d'être présent en si grand nombre. D'abord, je m'appelle Étienne Grandmont. Je suis directeur général d'Accès Transport Viable et je vais être l'animateur de l'événement d'aujourd'hui. Comme je le disais, je suis très, très heureux de vous voir nombreux aujourd'hui, d'avoir répondu à l'invitation à assister à cette série de conférences, 4 conférences qui va porter sur les résultats du projet Strapi, dont je vais vous parler un peu plus longuement tantôt. Et on va jaser aussi, bien entendu, plus globalement, de l'enjeu des traversées piétonnes. On espère que vous serez présents tout au long des 4 événements que nous vous proposons. On va y revenir plus tard aussi. D'abord, Accès Transport Viable, ce que c'est une organisation à but non lucratif qui a son siège social ici à Québec. On travaille sur le territoire de la capitale nationale des Chaudières-Appalaches, une organisation régionale. Et on a 2 volets à notre mission. Le premier volet, c'est la défense des droits collectifs des utilisateurs des transports collectifs et actifs. Et on fait aussi beaucoup de promotion des modes de transport collectifs et actifs. Et évidemment, comme on baigne dans ces projets-là, dans la mobilité durable, on a envie de comprendre aussi, d'où notre association à l'occasion avec des chercheurs pour creuser les questions qui nous interpellent. Je vais parler tout d'abord du projet Strapi. Je vais vous le présenter, le projet qui porte sur les systèmes de traversée piétonne aux intersections munis de feux de circulation et de virage à droite au feu rouge. Il s'agit d'une étude qu'on a faite comparative entre Québec et Montréal. Depuis plusieurs années, là, Accès Transport Viable s'intéresse aux questions de sécurité routière. C'est un volet évidemment fort de notre action. Et bien entendu, l'enjeu des piétons dans la ville en fait partie, évidemment. Le système de gestion des phases piétonnes à Québec choisi par la Ville de Québec, qui est celui des phases exclusives, le tout rouge, qu'on appelle aussi le mode protégé, qui consiste à arrêter tous les mouvements de véhicules lors de traversée des piétons, a toujours suscité de nombreuses interrogations et hypothèses d'un côté, concernant notamment l'impact de ce système-là sur la sécurité, mais aussi sur le comportement des piétons et des autres usagers de la route. Et puis, bien entendu, aussi sur les temps de déplacement des piétons. Donc, on avait beaucoup de questions sur ce sujet-là. Et grâce au soutien financier du ministère des Transports du Québec à travers le Fonds de sécurité routière, avec l'appui de MITAX et du réseau de recherche en sécurité routière, on a pu mettre sur pied un projet de recherche conjoint avec l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS, et Polytechnique Montréal. Pourquoi comparer entre Québec et Montréal? C'est parce que les 2 villes, vous le savez peut-être, ont opté pour des systèmes de gestion des feux piétons très différents. D'un côté, un mode temporairement protégé et pas de virage à droite au feu rouge à Montréal, et un mode protégé avec virage à droite au feu rouge pour la ville de Québec. Donc, ça nous a donné l'opportunité de comparer ces 2 systèmes-là de gestion des traversées piétonnes. Prochaine diapo. Nous avons donc formé une équipe mixte de chercheurs et de professionnels qui sont présents avec nous aujourd'hui. On a d'abord Marie-Soleil Cloutier de l'INRS. On a Owen Waygood de Polytechnique Montréal qui a débuté le projet sous le chapeau de l'Université Laval. Et on a Valérie Marcon d'Accès Transport Viable qui a été remplacée pendant une bonne partie du projet par Dominique Gagnon durant le congé parental de Valérie. Prochaine diapo. Cette équipe a été accompagnée évidemment par des étudiants à la maîtrise et au doctorat. Vous avez Motion Milady, Hugo Quintin et Simon Turcotte, que vous aurez l'occasion de découvrir pendant la série de conférences, puisque ce sont eux qui vont présenter leurs résultats. Je souligne au passage le travail essentiel d'étudiants au baccalauréat et à la maîtrise qui ont aussi collaboré comme assistants de recherche lors des collectes sur le terrain. L'intérêt du projet Strapi, c'était donc d'évaluer les performances des systèmes de gestion des phases piétonnes des 2 villes sur la sécurité piétonne, mais également de mettre en lumière les comportements et les perceptions des piétons et des conducteurs utilisateurs de ces espaces. La méthodologie de recherche prochaine s'appuie donc sur une comparaison entre les 2 villes qui a été effectuée sur la base de l'étude de 24 intersections sélectionnées. Plusieurs collectes de données ont été faites. D'abord, la compilation et l'analyse des collisions piétons-véhicules à toutes les intersections avec des feux dans les 2 villes, des observations sur le terrain aux intersections choisies, des questionnaires sur rue
à ces mêmes intersections-là. Et puis un sondage web destiné aux automobilistes, incluant des images des intersections visitées. L'étude a permis de brosser un portrait global de certains facteurs qui influencent la sécurité et le sentiment de sécurité dans les deux villes, mais également de mesurer les effets des différents systèmes sur l'expérience piétonne. Ce sont donc ces résultats-là que nous allons vous dévoiler au fil des 4 conférences. À ces conférences, nous avons choisi d'associer des conférenciers invités qui seront là pour élargir les horizons de la recherche et explorer d'autres aspects de ces enjeux. Pardon. Prochaine diapo. Compte tenu du nombre de participants, vous êtes 163, donc ça continue de monter, très content. Et comme vous avez pu le constater, vos micros et vos caméras sont fermés. Seuls ceux des intervenants fonctionnent. Donc, les mains levées ne sont pas en fonction non plus. Donc, on vous invite à utiliser le Q&R, questions et réponses, pour communiquer et poser vos questions. D'ailleurs, il y aura une période de questions de 15 minutes qui va se tenir à la toute fin du webinaire, après les 2 conférences. Donc, c'est moi qui animerai cette partie-là et je ramènerai, dans le fond, vos questions. Par contre, tout au long de l'événement, notre modératrice, Valérie Marcon, va être en ligne pour répondre en direct, mais aussi pour compiler ces questions-là que je poserai aux intervenants vers 14 heures. Donc, on vous invite évidemment à ne pas être timide, poser vos questions. Et sachez aussi que les conférences sont enregistrées. Vous l'avez peut-être noté au coin supérieur gauche de votre écran et qu'elles seront rendues disponibles dans quelques semaines vers la mi-février. Également, un courriel vous sera prochainement envoyé dans quelques jours, donc, avec les contacts des intervenants d'aujourd'hui. Ce sera une occasion pour vous de poursuivre la conversation avec nos intervenants et l'équipe d'accès transport viable. Je vais y aller avec une présentation des conférenciers. Je vous présente notre premier conférencier. Il s'agit de Simon Turcotte, qui est un des étudiants ayant travaillé sur le projet STRAPI. Il va nous parler des différences entre les collisions piétons-véhicules à Québec et à Montréal et des facteurs explicatifs qu'il a analysés statistiquement et spatialement. Simon est détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise en sciences géographiques de l'Université Laval. Il est actuellement candidat au doctorat en études urbaines à l'INRS sous la supervision de Marie-Soleil Cloutier et de l'INRS et d'Éric Gilbert à l'Université Laval. Donc, Simon, je te passe la parole pour une conférence de 20 minutes. C'est mon micro. Je vois que le confinement, c'est pas la même photo, hein? Donc, je vais partager mon écran. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui? Parfait. Donc, merci Étienne. Bon après-midi tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter le premier volet de notre projet de recherche, qui est la section un peu plus quantitative, comme Étienne le disait. On lui a donné pour titre « Risque de collision impliquant piétons et véhicules, différence entre les intersections signalisées de Montréal et de Québec ». Donc, l'objectif de cette présentation est de déterminer quel système de gestion des traversées est le plus sécuritaire pour les piétons. Donc, comme Étienne le disait tantôt, pourquoi on a choisi Québec et Montréal? C'est parce qu'à Québec, on utilise principalement le mode protégé. Donc, il n'y a aucun véhicule qui peut circuler pendant que les piétons traversent. Et à Montréal, c'est principalement sur flèche verte. Donc, les véhicules circulent dans le même sens que les piétons peuvent traverser. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que pour ce volet, nous posons l'hypothèse que le nombre de collisions impliquant un piéton et un véhicule à une intersection est un élément révélateur de la sécurité. C'est tout là-dessus que c'est basé. Donc, les données utilisées pour faire ces analyses ont été fournies par nos partenaires listés ici. La base de données décrit les intersections pourvues de feux de signalisation dans la ville de Québec et de Montréal et le nombre de collisions entre piétons et véhicules survenues entre 2011 et 2016. Les informations fournies sont associées à une intersection par un traitement géospatial, comme dans l'exemple ici du boulevard P9 et Beaubien à Montréal, où chaque collision dans la base de données sont enregistrées avec des coordonnées qu'on a pu projeter sur une carte. Ils sont ensuite associés et additionnés
à l'intersection lorsqu'il se retrouve à l'intérieur d'un cercle de 50 mètres de rayon à partir du centre de l'intersection. On procède de la même façon pour les autres caractéristiques environnementales qui peuvent être colligées dans un cercle de 500 mètres, comme environ ici, ou même d'1 kilomètre, comme c'est le cas de l'indice de défavorisation matérielle qui représente la moyenne observée dans le cercle de 500 mètres. Donc, voici quelques statistiques descriptives pour vous donner un aperçu de l'écart entre les deux villes. Sur les 3408 intersections qu'on a dans notre base de données, il y en a plus de 2 tiers qui sont à Montréal, donc 2282, et l'autre tiers à Québec, 1126. On a colligé 750 collisions piétons-véhicules à Québec pour un total de 18 de la base de données. Et pour Montréal, ça représente 3474 collisions, ce qui fait une moyenne de 1,52 collisions par intersection. Donc, on peut déjà voir qu'à Montréal, il y a beaucoup plus de collisions qu'à Québec. Le graphique de barres empilées distingue le taux d'intersection sans collision par rapport à celle où il y en a eu au moins une. Donc, on peut voir qu'il y a eu beaucoup plus d'intersections sans collision à Québec comparativement à Montréal. Ce n'est pas très surprenant dans la mesure où on sait que le territoire de la Ville de Québec inclut des zones moins densifiées en périphérie, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour Montréal. De toute façon, ce n'est pas très grave parce que ce qui est important de souligner ici, c'est que ces statistiques nous montrent que le nombre de collisions ne semble pas déterminé par le hasard. Nous verrons que les caractéristiques environnementales de l'intersection influencent le niveau de sécurité. Donc, pour vous montrer ça, je vous ai fait des belles petites cartes. Oh, il faut que j'enlève. Excusez, il faut juste que je tasse les petites images. Donc, on peut voir une grande densité de collisions dans la zone contenant la colline parlementaire, le Vieux-Québec et aussi le quartier Saint-Roch. Il y a aussi ici la cité universitaire où l'on retrouve justement l'Université Laval et le centre-ville de Sainte-Foy avec Place Laurier et aussi l'hôpital Le Chuc. Il y a un petit coin aussi que je voudrais souligner qui est dans le coin du centre commercial Place Fleur-de-Lys, où j'ai d'ailleurs été témoin moi-même d'un très grave accident impliquant un piéton en situation de handicap pendant que je faisais des observations pour ce projet de recherche. Les intersections les moins sécuritaires à Québec sont donc ici le coin chemin Sainte-Foy et Quatre-Bourgeois avec 11 collisions, près de l'Université Laval et des Pyramides, qui est un centre de service très achalandé par les étudiants de l'Université et du Cégep de Sainte-Foy. La traverse reliant le Chuc et Place Laurier, sur le boulevard Laurier, avec 9 collisions. L'intersection rue de la Couronne et du Roi, à côté de la bibliothèque Gabriel-Roy. C'est important de comprendre qu'ici, l'axe de la rue de la Couronne, c'est l'axe qui mène vers la colline parlementaire et le Vieux-Québec, et en fait toute la Haute-Ville. Donc, c'est très achalandé côté véhicule, mais c'est aussi un quartier qui a beaucoup de personnes qui font du transport actif dans le quartier Saint-Roch. Donc, ça explique un peu la situation. Et finalement, la dernière que je vais nommer, c'est celle ici, qui est chemin Sainte-Foy et rue Arthur-Rousseau. C'est directement en face de l'hôpital Laval, puis on demande, il y a à cet endroit 7 collisions. Du côté de Montréal, donc à Montréal, on peut voir que la principale zone de collision, c'est le centre-ville, où il y a vraiment beaucoup de marcheurs et des commerces. Et il y a aussi ici le boulevard Saint-Laurent dans le coin de la Petite-Italie. Les intersections qui ont le plus d'occurrences, c'est Sherbrooke, ici, et rue du Trianon, avec 17 collisions. C'est juste à côté de Place Versailles, qui est un gros centre d'achat. Et il y a une station de métro sur cette intersection-là et aussi, bien sûr, la convergence d'autobus. Ensuite, on retrouve à P9 rue Beaubien, celle que je vous ai montrée tantôt, celle-ci. Il y en a 14. À cet endroit-là, il y a l'intersection de 2 lignes d'autobus super importantes, d'après ce que Marie-Soleil me dit. Mais il y a aussi une RPA, beaucoup de commerces, et c'est aussi un croisement de 2 intersections super importantes dans un quartier qui est quand même assez résidentiel. Puis finalement, on a Henri Bourassa et Lacordaire avec 14 collisions. On trouve dans cet endroit-là un CLSC, plein de commerces et aussi, bien sûr, la convergence de lignes d'autobus.
On y retrouve aussi à cet endroit une plus forte proportion de familles économiquement précaires, comme c'est le cas pour le coin de Place Fleur-de-Lys et le quartier Saint-Roch à Québec. Bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. Les cartes brutes de collision, comme on voit ici, ne sont pas nécessairement des bons points de comparaison parce que, logiquement, dans une certaine mesure, il y a plus de collisions dans les intersections qui sont plus achalandées. Par contre, elles sont quand même intéressantes parce qu'elles nous montrent qu'il n'y a pas des points chauds partout sur le territoire, comme on voit, et surtout qu'ils ne sont pas distribués de façon aléatoire. On voit que les points chauds sont concentrés là où l'on retrouve une densité de commerce ou de services reliés à la santé ou une mixité d'utilisation ou près des transports en commun. Pourquoi? Bien parce que, comme je le disais, il y a plus de monde qui marche à pied lorsqu'on retrouve ces éléments. On est donc confronté à ce problème pour réaliser une comparaison juste entre les intersections. L'idéal, ce serait de mitiger avec le nombre de collisions par le volume d'utilisation, autant de véhicules que de piétons, mais on n'a pas ces données-là pour l'ensemble des intersections. En plus, bien, on se retrouve avec le problème que le volume d'utilisation, bien, ça n'explique pas vraiment tout. C'est souvent ce qui est vécu par les chercheurs s'intéressant à cette question. Pour régler le problème, on se rabat donc sur des mesures qui sont, entre autres, corrélées au volume. On se retrouve en fait à créer des proxys. Comme dans l'exemple ici où j'ai fait le rapport entre le nombre de collisions et le nombre de résidents dans un rayon de 500 mètres de l'intersection. On peut voir par rapport à la carte précédente que les zones rouges autour des intersections ayant vécu le plus d'événements ressortent un petit peu plus que tantôt, on le voit ici. Mais on voit surtout que le centre-ville demeure très chaud et qu'il y a deux nouveaux points chauds qu'on n'avait pas tantôt, le quartier Ahuntsic et Saint-Laurent. Mais ces quartiers-là, ces zones-là qu'on voit, c'est des zones qui sont très commerciales et il y a peu de résidents qui y habitent. C'est un des biais de cette mesure. On surestime le taux de collision dans les zones commerciales et industrielles. On remarque le même phénomène à Québec. Les mêmes zones ressortent par rapport à la carte montrant juste des collisions, sauf qu'ils sortent encore plus rouges. En plus de faire apparaître un point chaud dans le quartier Le Bourgneuf, ici. Le quartier Le Bourgneuf, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pratiquement un centre d'achat à ciel ouvert. Là. Il y a beaucoup de commerce dans ce coin-là. Les recherches nous indiquent d'ailleurs que cette zone peut maintenant être considérée comme un des centres urbains de la ville de Québec, dans une très belle configuration polycentrique. Ça nous ramène aussi à ce que je disais tantôt. Les points chauds sont entre autres reliés aux zones de commerce et de services. Une des façons que la littérature scientifique a trouvé pour tenir compte de ce paramètre, c'est le nombre de travailleurs autour de l'intersection. En utilisant cette donnée, on tient compte des volumes de commerce, des industries, des tours à bureaux, mais si la zone est exclusivement résidentielle, bien sûr, bien, ça va entraîner un biais. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On voit que le centre-ville ressort beaucoup moins que tantôt et que ça fait apparaître une couverture beaucoup plus uniforme. C'est le but recherché, même si ce n'est pas parfait. Donc, la pondération du nombre de travailleurs permet une meilleure comparaison des intersections. On voit aussi que les zones les plus chaudes se retrouvent autour des grands axes routiers, ce qui est logique aussi, parce que la littérature nous montre des effets quand même significatifs de plus la distance de traversée est longue, plus on a des risques de collision. Bref, tout ça pour dire que le risque de collision est un phénomène multifactoriel. Pour réussir à faire une comparaison plus juste, on doit par conséquent tenir compte de cette particularité et que finalement, on n'a pas vraiment le choix de construire un modèle. C'est là que le plaisir commence. Voilà. Les écrits scientifiques tiennent compte de 3 dimensions influençant le risque de collision. Ce sont les variables que nous voulons contrôler dans notre comparaison des systèmes de traversée. La dimension socio-économique réfère au volume d'utilisation piétonnière et au niveau de précarité des résidents vivant autour de celle-ci. Nous avons donc utilisé le nombre de travailleurs et l'indice de défavorisation matérielle construit par l'INSPQ. Le réseau routier définit l'aménagement autour de l'intersection. Nous avons 2 variables. La présence d'un arrêt d'autobus et ou d'un métro, donc le transport en commun, et la présence de 2 artères à l'intersection. La dimension de la morphologie urbaine renvoie à la configuration des espaces autour de l'intersection. Nous pensons
et c'est appuyé par la littérature scientifique, que l'augmentation de la connectivité influencera à la hausse le nombre de collisions. La connectivité, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est la mesure de la densité d'intersection. Donc, plus l'espacement entre les coins de rue est long, plus la connectivité sera basse. Finalement, la dernière dimension est ce qui distingue notre projet des autres recherches. Et accessoirement, c'est aussi la dimension qui nous permet de comparer les systèmes préconisés par les deux villes. Cette mesure décrit le type de protection du passage piéton en trois catégories. Donc, protégé, c'est le phasage exclusif qui est préconisé par Québec. Partiellement protégé, c'est la traverse sur flèche verte qui est favorisée par Montréal. Et non protégé, c'est l'absence de feu piéton ou la traverse sur un feu vert toute direction. Donc, ces variables ont été analysées avec un modèle de régression binomiale négatif grandement utilisé dans la littérature. C'est sans surprise que les variables de contrôle, celles en bleu dans le tableau, se sont révélées significatives et positives. C'est positif dans le sens que l'augmentation de la mesure fait augmenter le nombre de collisions. Dans ce cas-ci, l'augmentation du nombre de travailleurs et l'augmentation de la précarité matérielle fait augmenter le nombre de collisions aux intersections. La présence d'un transport en commun ou le croisement de deux artères également fait augmenter le nombre de collisions. Et la connectivité aussi s'est révélée positif. Donc, plus les intersections sont concentrées sur le territoire, plus les déplacements actifs sont facilités et par conséquent, aussi les collisions entre piétons et véhicules. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que d'avoir ces variables significatives dans notre modèle, celle en bleu, nous permettent d'être suffisamment confiants par rapport à la prédiction du nombre de collisions pour regarder si le changement de protection a un effet sur le nombre de collisions. C'est important de mentionner aussi que ça n'arrive pas de nulle part, ces résultats. Les variables que nous avons contrôlées sont généralement ce qu'on observe le plus dans la plupart des articles sur ce sujet. Donc, avec l'ajout de la dernière variable, on peut dire que notre modèle montre une aggravation significative du nombre de collisions lorsque la protection est partielle par rapport au phasage exclusif. Ce qui en revient à dire par rapport à notre définition préalable de la sécurité dans ce volet, que le feu protégé ont un effet protecteur pour les collisions impliquant piétons et véhicules. Toutefois, j'ai deux éléments à ajouter avant de terminer. Un modèle comme je vous propose ici, ça demeure quelque chose de très général. Les résultats représentent en quelque sorte une moyenne de ce qu'on retrouve sur tout le territoire, à chaque intersection. Et donc, ça se peut très bien qu'il ne s'applique pas de la même manière partout sur le territoire. Pour vérifier cette hypothèse, nous allons faire ce qu'on appelle un modèle GWR ou Geographical Weight Regression. Désolé pour l'accent. En gros, ce modèle évalue l'influence de nos variables de façon séparée à chaque intersection, tout en tenant compte de l'influence des intersections qui sont proches. Parce qu'on sait, et qu'on a vu sur les cartes en début de présentation, que généralement, une intersection avec beaucoup de collisions en attire une autre. Au final, on pense pouvoir montrer que la présence d'un système partiellement protégé peut être tout à fait adéquat à certains endroits sur le territoire, ou de même que l'installation d'un phasage exclusif peut entraîner une protection excessive et avoir l'effet inverse sur la sécurité. Par exemple, dans les autres volets du projet, on a observé que certaines intersections, les piétons n'attendaient pas pour traverser parce que le phasage exclusif entraîne des temps d'attente plus longs par rapport à la perception du risque. Je ne veux pas scooper mes collègues, mais on pense qu'il sera possible de faire ressortir cette particularité avec le modèle GWR. Finalement, et ça rejoint ce que je venais de dire, mon dernier point est de mettre un petit bémol aux résultats que je viens de présenter. Vous allez voir dans les prochaines semaines avec mes collègues qu'il y a d'autres éléments à considérer pour faire cette comparaison. Entre autres, ils discuteront de la perception du risque, de l'efficacité des systèmes. Il y a aussi d'autres façons de mesurer la sécurité que celle que j'ai utilisée, le nombre de collisions à une intersection. Cela ne manquera pas d'être intéressant. Voilà. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Simon. Simon, en fait, un petit peu plus rapide que les 20 minutes qui lui étaient octroyées. Mais c'était très clair. Merci beaucoup pour ta présentation. Ce temps-là, on va le récupérer évidemment à la fin. On pourra se permettre d'avoir une période de discussion un petit peu plus longue et c'est tout à votre avantage, évidemment. Donc, je rappelle aussi à vous, chers auditoires, que vous pouvez poser vos questions dans la section Q et R. J'ai vu qu'il y a plusieurs questions qui déjà ont été posées. On a continué à les. Il y en a qui sont déjà répondus, puis il y en a d'autres, effectivement, qui sont notés pour garder pour la fin, pour la discussion. Puis Simon, évidemment, là, qui vient de terminer sa présentation, pourra répondre, sera présent également. Notre prochain conférencier est Nicolas Spacer, qui nous fait l'honneur d'être avec nous malgré l'heure tardive en France. Donc, on le remercie. Après une formation d'ingénieur à Lyon, en France, M. Spacer occupe depuis 2011 un poste de responsable d'études au CEREMA Est, le Centre d'études et d'expertise sur les risques et l'environnement, la mobilité et l'aménagement. J'imagine que quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous connaissent déjà le CEREMA. Il réalise des missions d'études, d'expertise et de recherche dans les domaines de la régulation du trafic urbain, la sécurité des piétons, cyclistes et automobiles, l'aménagement et le fonctionnement des carrefours, l'insertion urbaine des transports collectifs, la simulation dynamique microscopique. Il participe également à la rédaction de guides méthodologiques nationaux et anime des formations. M. Spacer nous présente aujourd'hui une recherche comparative des feux piétons dans 50 pays. Très hâte d'entendre ça. Donc, M. Spacer, la parole est à vous. Puis encore une fois, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour cette conférence. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, merci. Donc, je vais vous présenter le projet COESTRA, donc qui signifie conception et évaluation d'une nouvelle signalisation lumineuse pour les traversées piétonnes, que l'on mène au CEREMA depuis 2019. Donc, un petit mot juste sur le CEREMA. Donc, on est un établissement public et on est environ 2500 agents et nous réalisons globalement des études pour le ministère, donc pour l'État français, et également pour les villes. Voilà, alors le contexte français sur les feux piétons. Donc le fonctionnement d'un cycle de feu en France, donc on a de manière assez classique donc le vert piéton. On a un coffret avec deux symboles, donc un piéton qui marche vert du côté droit et un piéton arrêté rouge du côté gauche. Et donc, quand le piéton est vert, on est autorisé à démarrer une nouvelle traversée. Les véhicules sont au rouge. Après arrive un temps intermédiaire donc, qui s'appelle le rouge de dégagement des piétons. Donc, le feu piéton passe au rouge, fixe, il n'y a pas de système clignotant. Et le piéton est autorisé à finir sa traversée. Donc, on n'est pas censé démarrer une nouvelle traversée, mais on a le droit de finir la traversée en toute sécurité. Et donc, il y a un calcul qui est fait. On considère que le piéton marche à une vitesse de 1 mètre par seconde. Et donc, si on a une traversée de 8 mètres, on va laisser 8 secondes avant de donner le vert aux voitures pour permettre aux piétons de finir sa traversée en toute sécurité. Ensuite, on a le rouge piéton, donc le temps pendant lequel ce sont les véhicules qui ont le vert, et ensuite le jaune pour les véhicules qui correspond au temps de dégagement des véhicules. Donc le problème en France, c'est qu'on a une signalisation lumineuse qui n'est pas très adaptée aujourd'hui. Donc on a le feu vert qui autorise le piéton à s'engager. On a le rouge du dégagement où le piéton n'est pas autorisé à démarrer une nouvelle traversée et à ce moment-là, il n'est pas en conflit avec les véhicules. Et on a le rouge piéton où il n'est pas autorisé non plus à s'engager, mais à cette période-là, il est en conflit avec les véhicules. Donc potentiellement, il est en danger. Et ces deux périodes qui n'ont rien à voir sont signalées aux piétons de la même façon, avec un feu piéton rouge fixe. Et donc, ça amène de la confusion. C'est pas forcément bien compris par les usagers. Hein. Les piétons ne sont pas vraiment informés de ce système de temps de dégagement et du temps dont ils disposent pour finir leur traversée en sécurité. Et donc, on a un retour d'expérience aujourd'hui des usagers qui nous disent que le feu est mal compris et il est également peu respecté.
Alors, le problème également avec ce système, c'est qu'aujourd'hui, un piéton qui démarre au feu vert démarre sa traversée. À ce moment-là, le feu piéton passe au rouge. Il a encore le droit d'être sur la traversée, mais un véhicule qui viendrait tourner à droite, qui est en conflit avec ce piéton, va regarder le feu piéton et voit un piéton rouge. Et donc, l'automobiliste n'a pas l'information pour savoir si le piéton est dans son bon droit et a le droit d'être sur sa traversée ou s'il a traversé au rouge. Et donc, aujourd'hui, on a des systèmes on observe des klaxons, des fois, on observe des frictions entre automobilistes et piétons, également des accidents parfois. Et donc, le retour d'expérience là-dessus des villes, c'est que vraiment, il faudrait pouvoir identifier le rouge de dégagement, à la fois pour donner plus d'informations aux piétons, également pour que ce soit compréhensible pour les automobilistes. Donc, en France, aujourd'hui, on a un système où, quand le feu piéton ici passe au vert, en même temps, les véhicules ont le vert pour le mouvement tournant. Donc, on n'a pas d'anticipation ni de phase protégée, comme ça peut être le cas au Canada. On donne vraiment le vert aux piétons et aux véhicules en même temps. Voilà. Alors, toujours en élément de contexte, on a réalisé également en 2016 une étude importante sur le comportement des usagers en fonction des temps d'attente auxquels ils étaient soumis. Donc, cette étude, elle est assez globale. On a travaillé sur les piétons, sur les cyclistes et beaucoup sur les automobilistes. Donc, cette partie, je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui. Je vais me limiter aux piétons et aux cyclistes. Et donc, on a regardé 3 carrefours pour les piétons avec des temps d'attente très différents. Donc, le carrefour de la rue du Château, on avait un temps de rouge moyen de 42 secondes et un temps de rouge maximum de 99 secondes. Donc, c'est des carrefours sur lesquels il y a des lignes de tramway, des lignes de bus. Donc, comme ces services-là ont une priorité absolue, eh ben, le temps d'attente piéton varie en fonction des arrivées ou non de tramway ou de bus. Donc, c'est pour ça qu'on a un temps qui est assez variable. Et donc, on peut voir par exemple que sur ce carrefour de la rue du Château, où on a un temps moyen donc, de 42 secondes de rouge, on a environ 63% des piétons déjà qui passent au rouge. C'est quand même assez important. Donc là, en termes de méthodologie, on s'est intéressé uniquement aux piétons qui se présentaient au niveau de la traversée alors que le feu était rouge, parce qu'on considère que ceux qui arrivent quand le feu est vert, ils traversent. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de décision qui est prise, donc on ne les a pas étudiés. Par contre, ceux qui arrivent pendant le rouge ont plusieurs décisions possibles. Et donc, on a analysé les comportements de cette façon. Donc, on a considéré le piéton qui arrive, le feu est rouge, il traverse immédiatement. Il est comptabilisé dans cette colonne traverse rouge. Ensuite, il y a le piéton qui arrive, le feu est rouge, qui va attendre de bonne foi, qui va attendre que le feu passe au vert. Il va attendre 30 secondes, 1 minute, et puis il va perdre patience. Et il va se dire, ça fait trop longtemps que j'attends, il va regarder un petit peu le trafic, trouver un créneau et traverser. Donc ça, c'est la seconde colonne, ce sont les piétons qui ont commencé à attendre, puis qui ont perdu patience et qui ont traversé au rouge. Et ensuite, parmi les piétons qui attendent le vert, on a aussi 2 cas. Le premier, c'est le piéton vraiment discipliné qui attend le vert par choix jusqu'au bout. Et le second, c'est le piéton qui est donc au feu rouge, qui attend, mais qui cherche un créneau entre les voitures. On voit qu'il y a beaucoup de trafic, il n'arrive pas à trouver de créneau et le feu passe au vert. Donc on estime que effectivement il a attendu le vert, mais s'il avait pu, il aurait quand même traversé au rouge. Donc sur ces 3 carrefours, on observe que sur la rue du Château, on a environ 63% des piétons qui passent au rouge. Et ensuite, dès qu'on augmente les temps d'attente, sur Foch, donc on a une moyenne de 88 secondes, donc 1 minute 30 de temps d'attente et un maximum de 113 secondes, ce qui est déjà très très long pour un piéton. On remarque que 80% des piétons traversent au rouge. Et de la même façon, sur la place de Bordeaux, où on a un temps de rouge moyen de 113 secondes et un maximum de 300 secondes, ce qui est énorme, hein, ce qui fait 5 minutes, en raison de l'arrivée très fréquente de tramway. Et sur ce carrefour-là, on observe aussi qu'on a 80% des piétons qui passent au rouge. Donc, ce qu'on peut comprendre là-dessus, c'est que en fait, on a un socle de piétons qui sont obligés, qui
qui souhaitent et qui doivent respecter le feu. Et ce sont globalement les personnes âgées, les enfants, qui soient accompagnés par un adulte ou non, également les personnes à mobilité réduite. Et donc, on observe qu'environ 20% donc, de la population va respecter le feu quoi qu'il arrive, et que quand on augmente les temps d'attente, on arrive à ce plafond de 80% des piétons qui traversent au rouge. Donc voilà, c'était pour illustrer qu'aujourd'hui, on a un vrai problème en France, c'est que les feux piétons sont très peu respectés et les temps d'attente imposés sont déjà bien supérieurs au seuil d'acceptabilité du piéton. On a fait le même exercice sur les cyclistes, là je vais aller beaucoup plus vite. On observe sur Château 60%, sur Foch 89% des cyclistes qui passent au rouge, et sur la place de Bordeaux 86% des cyclistes. Donc on est globalement dans les mêmes ordres de grandeur, si ce n'est que les cyclistes respectent encore moins les feux que les piétons. Voilà, donc si ça vous intéresse, j'ai mis ici le lien pour le rapport complet qui est téléchargeable gratuitement sur le site du CEREMA. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez accéder sur cerema.fr au rapport d'études. Voilà, donc on a une signalisation aujourd'hui qui n'est pas très adaptée et pas bien comprise. On a des feux piétons qui sont très peu respectés en France. Et on observait depuis quelques années des villes qui, un petit peu dans leur coin, souhaitaient innover et souhaitaient expérimenter des nouveaux feux piétons. Donc on a vu à Strasbourg, ils ont testé un nouveau décompteur. À Vannes, ils ont testé un décompteur de temps de verre. Et en fait, on avait un petit peu peur que chaque ville teste des nouvelles choses et qu'on perde une unité un peu nationale du fonctionnement des feux piétons. Donc c'est pour ça que le ministère nous a demandé de faire une grosse étude, d'aller voir ce qui se faisait à l'étranger et de prendre une décision sur les feux piétons qui semblent les plus efficaces à l'étranger et qui mériteraient d'être expérimentés en France. Voilà, donc l'objectif, c'est bien de proposer un cadre pour guider les villes dans ces futures expérimentations, de ne pas partir de zéro et de se servir des retours d'expérience étrangers, de faire un bilan de toutes les expérimentations qui ont déjà été faites en France dans les 30 dernières années et d'identifier le feu qui semble le plus efficace et le mieux respecté. Alors, donc, je vais vous présenter aujourd'hui le benchmarking mondial qu'on a réalisé. Donc, on a étudié 53 pays pour lesquels on a cherché beaucoup d'éléments sur Internet, beaucoup de bibliographies. On a aussi contacté, quand on ne trouvait pas forcément d'informations, on a contacté les ambassades de France dans ces pays-là pour avoir des liens avec les services techniques des pays concernés. Et donc, on a trouvé un peu les systèmes de feu qui existaient dans chaque pays. On a aussi recherché des rapports d'études pour voir les études qui avaient déjà été réalisées et les évaluations qui avaient été faites de nouveaux systèmes de feu. Voilà. Et ensuite, l'idée, c'est de lancer des expérimentations dans plusieurs villes françaises et à terme, si on trouve un feu qui fonctionne mieux, et ben de changer les feux piétons français. Voilà. Alors, je vais faire donc le bilan de tous les types de feux qu'on a trouvés à l'étranger. On les a classés par nombre d'informations qui étaient données aux piétons. Donc, tout d'abord, les systèmes les plus simples qui donnent 2 informations aux piétons, comme le système français. Donc, feu vert, vous pouvez entamer une traversée. Feu rouge, vous ne pouvez plus entamer de traversée. On a donc le système français, le feu piéton allemand qui est exactement le même, si ce n'est qu'il est disposé verticalement et donc il respecte la Convention de Vienne sur l'accord international sur les feux. Bon, on ne va pas changer tous nos feux français pour les disposer verticalement. On a un autre type de feu piéton qu'on retrouve en Allemagne et en Norvège aussi, avec un double feu rouge piéton. Alors ça avait du sens à l'époque où on avait des ampoules dans les feux, où on se disait si l'ampoule lâche, on a toujours un deuxième rouge piéton au cas où. Aujourd'hui, avec les LED, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, mais en tout cas, certaines villes et certains pays ont maintenu ce double feu rouge. Donc, bon, ce n'est pas quelque chose qui nous intéresse particulièrement. Un cas intéressant, c'est celui du Royaume-Uni. Donc, en fait, ils ont différents signaux dans leur pays, mais en particulier, ils ont le signal qu'ils appellent puffin, qui est en fait un signal à 2 informations, bicolore, mais qui est tourné non pas vers la route, mais vers le trottoir.
Donc, ça veut dire que le piéton prend son information quand il attend sur le trottoir, et à partir du moment où il démarre sa traversée, il n'a plus de visibilité sur le feu. Un peu dans la même logique que les automobilistes, qui, une fois qu'ils ont passé leur feu, ne voient plus forcément la couleur de leur feu. Et donc, c'est un système qui est assez intéressant puisque ça part du principe que le piéton n'a plus besoin de regarder le feu puisqu'il sait qu'il est pris en compte et que le système lui assure une traversée en toute sécurité. Et ensuite, pour l'anecdote, on a trouvé un feu au Congo où en fait, c'est un robot qui a été installé sur certaines traversées avec des bras articulés et des couleurs et qui donne également des différentes informations comme la météo. Bon, ce n'est pas un système qu'on a retenu non plus pour notre étude. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les feux qui donnent plus d'informations, qui donnent maintenant 3 informations. Donc, ils donnent le vert, le rouge, mais également, il identifie le temps de dégagement, donc cette période intermédiaire entre le vert et le rouge. Alors, comment les pays-là identifient ce temps de dégagement? Donc, on a le système anglais, où on a ce qu'ils appellent le blackout. Donc, en fait, c'est le feu qui s'éteint pendant la période de dégagement. Il s'éteint pour faire comprendre aux piétons qu'il est dans cette phase intermédiaire. Donc ça, c'est un système qui n'existe qu'en Angleterre, et l'Angleterre est en train de l'abandonner. Donc, on s'est dit que ce n'était pas forcément un très bon retour d'expérience, donc on n'est pas parti sur ce feu-là. Ensuite, il y a le feu tricolore. Alors, le feu tricolore, il est très intéressant dans le sens où c'est vraiment l'équivalent du feu tricolore pour les automobilistes, et donc il est évident. Enfin, tout le monde le comprend bien. Donc, c'est le vert jaune pour la phase intermédiaire. C'est pour ça qu'on a mis une petite ampoule bonne idée pour dire que ça nous semble intéressant d'avoir cette couleur jaune qui précise bien que c'est un temps intermédiaire. Donc, on le retrouve en Irlande, en Italie notamment. Et ensuite, on a les systèmes clignotants, donc, que vous avez au Canada, qui se séparent en 2 catégories. Donc, il y a les verts clignotants, qu'on trouve en Angleterre, beaucoup en Asie, au Japon, en Corée, donc où c'est la figurine verte qui clignote. Elle nous pose un peu plus de problèmes, nous, en France, puisque le code de la route nous dit le piéton ne peut traverser qu'au vert. Et donc, si on avait ce vert clignotant, légalement, le piéton aurait le droit de démarrer une traversée jusqu'à la dernière seconde de vert clignotant. Et donc, il serait en danger sur la fin de sa traversée. Non, ce qu'on a préféré, c'est le système donc, de rouge clignotant qu'on a notamment au Canada, aux USA, en Australie. Donc, que ce soit la figurine piétonne arrêtée rouge, soit la main orange qui clignote. En tout cas, c'est le signal qui signifie de ne pas traverser qui clignote, puisque ça va plus dans le sens de la sécurité. Et enfin, les systèmes à 4 informations. Donc, on a les 2 informations de départ, l'identification du temps de dégagement, mais en plus, là, on a une estimation de la durée du temps de dégagement. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore plus intéressant. Il y a différents systèmes qui permettent de donner une information sur la durée du temps de dégagement. On a trouvé, par exemple, en Pologne, un clignotement accéléré, donc qui clignote de plus en plus vite au fur et à mesure que le temps passe. On a également quelque chose qui est un peu plus gadget, qu'on trouve beaucoup en Asie, Philippines, à Taïwan, qui est un feu animé. Donc, c'est un système avec des LED, avec un piéton qui marche, et plus le temps passe, plus il se met à courir rapidement. Bon, c'est clair pour le piéton. Par contre, ça demande énormément de LED, et c'est des feux qui vont être relativement chers et compliqués à mettre en œuvre. Ensuite, on a le décompteur de type sablier qu'on retrouve au Japon et dans d'autres pays asiatiques, qui donne une bonne information sur la durée de temps de dégagement restant. Et on a enfin le décompteur numérique, qui est celui que l'on retient, puisque c'est celui qui donne l'information la plus précise. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout en France aujourd'hui et qu'on souhaite tester. Voilà, donc ensuite, on a fait une synthèse de ça. On se rend compte quand même que sur les 50 pays qu'on a étudiés, donc, il n'y en a que 11 qui ont des systèmes à 2 informations. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on a un certain retard dans ce système-là. Et si nos feux sont si peu respectés, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, le feu ne donne pas suffisamment d'informations. Donc, on aimerait donner 3, voire 4 informations aux piétons. Voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de la synthèse des expérimentations qui ont déjà été faites en France.
Donc, il y a différents systèmes qui avaient été testés. Il y avait un projet européen qui avait été fait en France, en Angleterre, aux Pays-Bas en 95, où ils avaient testé ce signal-là. Donc, c'était un signal tricolore avec un triangle jaune. En plus de ça, il était tourné vers le trottoir et non pas vers la chaussée. Et il était géré par des capteurs dynamiques, donc qui étaient gérés en temps réel. Donc, ce qu'on peut retenir de cette expérimentation qui a été abandonnée suite à l'expérimentation de 95, c'est qu'en fait, ils ont testé trois innovations en même temps. Les résultats n'ont pas été bons. Et en fait, il n'y a eu aucune conclusion sur. Ils n'ont pas pu conclure sur laquelle des 3 innovations a posé problème. Donc, nous, voilà, on veut en tout cas vraiment éviter ça. Si on teste des nouveaux signaux, on veut les tester étape par étape pour pouvoir bien décomposer et comprendre ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Ensuite, on a Sécurifeu et Temposité. Donc, c'était en 98 et 2000, c'était des systèmes de décompteurs de temps de dégagement. La difficulté, c'est que le signal était toujours rouge fixe et donc les gens ne savaient pas si c'était le temps de dégagement qui était décompté ou si c'était le temps d'attente. Donc, les résultats n'ont pas été bons simplement parce que le signal n'était pas adapté. On a ensuite des décompteurs de temps d'attente qu'on voit ici qui sont testés actuellement à Strasbourg qui fonctionnent relativement bien. On a testé le feu mixte piéton-cycliste juste pour faire comprendre aux cyclistes qu'ils doivent également prendre leur information sur ce coffret-là. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui est très apprécié des associations vélo et donc qui va être intégré dans le code de la route et généralisé ensuite en France, a priori. Et la dernière expérimentation dont je vais vous parler, c'était quelque chose qu'on a fait à Metz en 2018. Donc, en fait, c'est des feux qui sont asservis à un capteur thermique. Et ce capteur thermique permet d'identifier le nombre de piétons qui sont en attente. Et en fonction du nombre de piétons qui sont en attente, on donne plus ou moins de temps pour la traversée. Donc, c'était quelque chose qui était vraiment intéressant, notamment pour la traversée des enfants, ou quand on avait des groupes de 50 enfants qui allaient au sport, par exemple, on arrivait à les détecter, remarquer que c'était un grand groupe, et au lieu de donner les 10 secondes de verre habituelles, on donnait plutôt 1 minute de verre pour vraiment leur permettre de traverser en toute sécurité. Et c'est quelque chose qui est aussi très utile pour les personnes âgées, puisqu'on peut vraiment adapter le temps de traversée aux personnes, et on peut observer la traversée avec le capteur thermique, et tant que la personne reste sur le passage piéton, on maintient les véhicules au rouge. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour adapter le temps de traversée aux différents usagers, notamment les enfants et les personnes âgées. Voilà, donc en synthèse sur notre projet donc, de benchmarking mondial, donc on a recueilli quand même plus de 200 documents étrangers qu'on a synthétisés et étudiés. Donc tout ça, c'est dans le rapport d'études que je pourrais également vous transmettre si vous voulez aller plus loin. Et je ne vais pas vous assommer là, avec les différents retours sur les documents, mais en tout cas, ça nous a donné beaucoup d'éléments. Et ces nombreux retours d'expérience nous ont permis d'abandonner certains systèmes, notamment le blackout, le vert clignotant, de comprendre le domaine d'emploi des décompteurs, de confirmer l'intérêt du rouge clignotant, qui est très apprécié à l'étranger, et de confirmer aussi l'intérêt du jaune, qui est apprécié notamment par les usagers et les piétons. Et donc, en conclusion, nous, ce qu'on a recommandé à notre ministère, c'est de tester un feu qui donne 3 informations avec 2 variantes. Une première variante avec le vert, ensuite un rouge clignotant et ensuite un rouge fixe. Et une seconde variante avec le vert, un jaune clignotant pour utiliser justement cette couleur jaune qui est très bien comprise par les piétons, et un rouge fixe avec donc une double implantation de LED sur cette même figurine. Et c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. On a eu des échanges avec les fabricants à ce sujet-là et qui pourrait être testé donc, en France. L'avantage aussi de ces 2 systèmes, c'est qu'ils permettent de conserver le coffret piéton actuel français. Et donc, ça permet de ne pas demander, nous, aux villes, de changer tous leurs coffrets piétons qu'ils ont actuellement sur le terrain, puisque ça représenterait des coûts énormes. Donc ça sera la première phase. Et dans une seconde phase, vraiment, je répète, on veut bien différencier les deux phases.
on souhaiterait tester un décompteur numérique de temps de dégagement et de temps d'attente pour donner encore une information plus précise aux piétons. Aujourd'hui, donc, on a présenté ça au ministère. On a 10 villes partenaires qui sont intéressées pour lancer cette expérimentation avec nous. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec toutes ces villes-là. Il y a aussi Paris que je n'ai pas cité parce qu'elle vient de se manifester. Mais donc, 7 villes vont tester la variante rouge clignotante et 3 villes vont tester la variante jaune clignotante. Et aujourd'hui, on est en train de concevoir des prototypes avec les industriels. Donc, ils sont en train d'être fabriqués. Et on espère, si les conditions sanitaires le permettent, pouvoir lancer les expérimentations là en début 2021, au plus vite. Alors, le rapport complet est disponible aussi sur le site du CEREMA. Et j'en profite pour vous dire qu'on a un nouveau site internet et une page dédiée au carrefour à feu, où on a toutes nos dernières études sur les feux qui sont téléchargeables gratuitement. Donc, j'ai regardé encore avant, on a une trentaine d'études sur les feux et notamment sur les piétons. Donc, n'hésitez pas si vous voulez aller y faire un tour, récupérer certains rapports d'études. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, M. Spicer, pour cette présentation. On va passer à la période de questions. Il va y avoir une petite transition. Donc, on invite les personnes là, qui ont participé aujourd'hui, qui ont donné des conférences, donc Simon et Nicolas, de même que Marie-Soleil et Owen, qui sont les deux chercheurs associés à la recherche Strapi, à se joindre à moi pour ces échanges. Vous avez posé plusieurs questions. On va essayer de prendre le temps d'y répondre le plus possible. Je commencerai peut-être par une question qui était destinée à Simon. Pourquoi qu'on oublie de poser des questions à Simon parce qu'il était le premier à faire sa conférence. C'est Hervé Chapon de la Ville de Québec là, qui demandait est-ce que vous avez tenu compte de la densité d'activité humaine par secteur d'études quand on évaluait en fait le nombre d'accidents, puis tu as présenté là, des cartes de chaleur. Est-ce qu'on était en mesure aussi de faire un lien avec la densité d'activité humaine dans les secteurs qui étaient étudiés? Puis, de la même façon, il y avait une question complémentaire sur la fréquentation touristique par secteur critique. Donc, on comprend encore qu'on touche finalement l'activité humaine, mais est-ce que c'était tenu en compte finalement dans l'étude géospatiale? Ben oui. En fait, quand on utilise les données par rapport au lieu de travail, ben, en fait, on utilise l'activité humaine, mais on a aussi à notre disposition, parce qu'on utilise les données de l'enquête d'origine-destination, donc on peut aussi ajouter dans notre modèle, et c'est ce qui est prévu, de voir si les effets sont significatifs ou pas par rapport au magasinage ou je ne me souviens plus ce que j'ai dit tantôt. Le travail, le magasinage ou Marie-Soleil, aide-moi. Les études? Oui, c'est ça, excuse. Ben, normalement, le travail et puis les études sont ensemble. Travail et études est ensemble, magasinage, puis je pense que c'est l'autre catégorie, c'est loisirs, il me semble. Ah oui, c'est ça, j'ai dit loisirs. Parce que magasinage peut être épicerie, là, ils font deux catégories différentes, il me semble bien. Exact. Mais par contre, par rapport aux touristes, on n'a pas ces données-là de disponibles à ce que je sache. Donc, non, j'en ai pas tenu compte dans le modèle. Il y a aussi une observation toute personnelle, là, compte tenu du fait que chez nous, chez Accès Transport Viable, sur notre site Internet, on a une carte interactive. On met à jour là, les données d'accidents impliquant des piétons ou des cyclistes. Là. Donc, on la tient à jour, c'est les données de la SAC. Mais on s'était rendu compte finalement que certaines collisions impliquant des piétons, particulièrement les piétons, en fait, en face de centres d'achat, avaient lieu en situation hors rue, donc dans les stationnements en tant que tel. Est-ce que les accidents, tu as pu les départager hors rue et sur rue, ou si, dans le fond, ils rentraient dans la zone colorée de la carte de chaleur et puis on n'a pas fait de distinction particulière là-dessus? Ça pourrait arriver qu'on puisse détecter une collision dans notre base de données qui se retrouvait dans un stationnement parce que, tu sais, dans le fond,
on fait de l'interception à partir de 50 mètres de rayon autour d'un point central de l'intersection. Mais je pense que ça doit être assez... ça doit être comme juste du bruit dans le modèle. Là. Ça ne sera pas assez significatif pour avoir vraiment une influence sur les résultats. Parfait, merci. Il y a un complément d'information qui nous est apparu de François Genet, je prends le temps de souligner, qui disait que le tourisme est classé comme loisir là, dans origine-destination. Monsieur Spicer, Nicolas, peut-être revenir sur une question assez macro là, sur le mode de fonctionnement des directives qui sont données pour l'implantation de nouveaux modèles de feu, en fait pour le choix de feu. On comprend que ça se passe à l'échelle vraiment de l'entièreté de la France. Donc, c'est vraiment des décisions qui partent du haut, c'est ministériel, et ça descend, et l'application se fait sur l'ensemble des villes. Et donc, juste qu'on comprenne bien ce mode de fonctionnement-là, parce qu'au Québec, évidemment, c'est propre à chaque municipalité, en autant qu'on respecte certaines règles, mais il reste quand même que les villes ont une certaine latitude dans le type de choix de feu qu'ils vont privilégier. Donc, peut-être juste nous allumer, nous éclairer là-dessus, puis nous dire aussi, est-ce que, dans le fond, le choix des feux devienne la solution mur à mur installée sur tous les types d'intersections sur tout le territoire français? Oui, alors effectivement, nous, on a un système vraiment centralisé à l'échelle du pays pour ça, où en fait, on a un code de la route qui définit toutes les règles de conduite, de priorité, et qui annexe tous les types de feux qui peuvent être utilisés en France. Et donc, pour les piétons, il y a un feu. On ne peut pas proposer autre chose. Par contre, les villes qui veulent tester quelque chose de nouveau font une demande au ministère, donc une demande d'expérimentation, c'est ce qu'on va faire là dans le cadre de notre projet, où en fait on a une autorisation d'expérimenter pour une période de 2 ans, on doit faire une évaluation sérieuse, et ensuite le ministère décide soit de l'autoriser pour l'ensemble de la France et de l'injecter dans le code de la route, soit d'abandonner l'expérimentation. Mais en tout cas, on a peu de systèmes, notamment pour les piétons, on n'a qu'un feu possible. D'accord. Et donc, vous avez intérêt à trouver le bon feu qui fonctionne pour le plus de situations possibles, dans le fond. Oui, tout à fait. Oui, c'est une volonté, nous, de l'État d'avoir une unité sur les signaux routiers. Après, bon, petit à petit, on se rend compte quand même que certaines villes font des demandes d'expérimentation, sont autorisées pour une période de 2 ans, et parfois les maintiennent après, ne vont pas forcément les déposer. Donc, on a quelques feux qui existent en France qui sont différents, mais il y a une vraie question de responsabilité. S'il y a un accident grave sur ces carrefours-là qui ne sont pas couverts par le code de la route, c'est la collectivité qui est directement responsable. Parfait. On apporte une précision là, que, dans le fond, les villes au Québec ont la latitude sur le mode de fonctionnement et non pas au niveau du feu à installer, évidemment. Merci. Sinon, vous avez parlé de la vitesse qui est utilisée pour le temps de traversée. Vous avez parlé de 1 mètre par seconde. À Québec, on a une certaine latitude. Peut-être que Marie-Soleil ou Juan pourront nous rappeler là, quelles sont ces normes à respecter au niveau du ministère des Transports du Québec. Mais comment le choix du 1 mètre par seconde est fait et est-ce que vous considérez que ça répond effectivement aux besoins de tous les usagers piétons de la route? Alors, le 1 mètre par seconde, ça a été choisi suite à une analyse de la littérature. On s'est rendu compte que globalement, les pays étrangers ont une valeur entre 0,8 et 1,2 mètres par seconde. Alors, je vous avoue que le choix du 1 mètre par seconde, c'est aussi pour une question de simplification des calculs, où on sait qu'on a 12 mètres, et ben, il y aura 12 secondes. Et je pense que ça a été aussi choisi un petit peu pour ça. Et une étude avait été réalisée en France qui avait montré qu'environ 90% de mémoire des piétons marchaient à une vitesse d'au moins 1 mètre par seconde. Donc en fait, on perdait environ quand même 10% des gens qui marchaient moins vite que ça et qui n'étaient donc pas couverts par ce temps de sécurité-là. Donc ce n'est pas une valeur parfaite, hein,
c'est un compromis qui est trouvé parce que c'est des temps qui sont quand même perdus. Donc, dans le phasage, dans les calculs des plans de feu, tous ces temps de dégagement, ce sont des temps pendant lesquels, des fois, on perd du temps pour les automobilistes aussi. Donc, c'est un compromis qui a été trouvé entre la sécurité de tous et puis le fonctionnement, la fluidité des carrefours. Après, c'est pour ça que pour les carrefours sur lesquels il y a beaucoup d'enfants ou de personnes âgées, on commence à se tourner vers des systèmes, par exemple le capteur thermique, pour essayer d'adapter vraiment le temps en fonction des usagers et de leur offrir une plus grande flexibilité en fonction de leur vitesse de traversée. Ouais, si je peux juste ajouter brièvement, en fait, oui, il y a Laurent qui disait qu'au Québec, en fait, les normes du ministère, là, c'est de 0,8, même Laurent disait jusqu'à 1,3, je pense que c'était 1,2, mais c'est calqué sur les normes américaines, mais c'est des normes, donc on donne une certaine latitude aux municipalités, mais c'est des normes qui sont quand même questionnées, même, ben, en fait, nous, notre voisin géant est quand même, influence beaucoup nos normes, donc on regarde un peu ce qui se passe aussi aux États-Unis, et puis les différentes instances américaines se questionnent sur le 1,2 qui est celui qui est le plus utilisé aux États-Unis. Ici, c'est assez variable, je vous dirais, mais j'aime bien cette idée d'avoir de la flexibilité pour les populations plus vulnérables parce que les tests qu'on a faits sur les vitesses de marche des piétons âgés, par exemple, c'est jamais beaucoup plus élevé que 0,8. Donc, déjà, à 1 mètre seconde, on va avoir de la difficulté à les faire traverser sans se retrouver sur le feu rouge. Et puis, comme on sait qu'ils sont la moitié de nos décès piétons au Québec, les personnes de 65 ans et plus, c'est quelque chose à prendre en considération, qui est déjà pris en considération par les villes, par ailleurs, à certains lieux stratégiques habituellement. Mais l'idée des capteurs thermiques, moi, j'aime beaucoup ça, là, mais il faudrait voir à l'expérimenter au Québec. Je lève ma main s'il y a une ville en ligne qui veut l'essayer, ça va me faire plaisir. Oui, ben, ça a suscité quand même pas mal de réactions. On a eu quelques questions sur les capteurs thermiques. D'abord, est-ce que les capteurs thermiques peuvent faire la différence entre utilisateurs, disons, réguliers, je vais dire, en guillemets, et personnes âgées et enfants qui ont besoin de temps de traverse différents? Donc, comment ça fonctionne globalement? Quel avantage ça peut donner finalement à la gestion des traversées piétonnes à une intersection? Alors non, ça ne permet pas de faire de différence. En fait, c'est un capteur, donc c'est un capteur vidéo, on va dire. On voit l'image du trottoir, par exemple, sur lesquelles chaque piéton correspond à une source de chaleur. Donc on va voir des petites boules de chaleur correspondant aux piétons, mais également à tout le monde, aux cyclistes. Et d'ailleurs, j'ai vu que la question avait été posée. Les automobiles qui passent dans la zone sont également repérés. Et en fait, sur l'image, on va définir une zone précise en disant, eh ben, dans cette zone, si on a une source de chaleur qui passe, eh ben, on va activer quelque chose. Par exemple, on active la phase de vert pour les piétons, comme pourrait fonctionner un bouton poussoir finalement. Et ce qui est intéressant dans nous, ce qui nous a beaucoup servi avec ce capteur thermique, c'est que ça nous permettait de repérer des masses de piétons importantes. Donc, par exemple, quand on a ces groupes d'enfants qui allaient entre l'école et le gymnase, on avait 50 enfants d'un coup. Ces groupes de piétons, ils passaient seulement une fois par heure, parce que c'était en fonction des cours à l'école. Donc, on avait une fois par heure un grand groupe. Et pour ne pas pénaliser tout le temps, toute la journée, l'axe routier qui était un axe assez congestionné, assez important, et ben on a trouvé ce système qui permet uniquement quand le grand groupe est présent de détecter, d'évaluer sa taille et de donner 10 secondes, donc donner vraiment 40 secondes ou 1 minute pour vraiment le faire traverser en sécurité. Mais ça permet de prolonger le temps uniquement quand c'est nécessaire, vraiment de cibler le moment important. Et en ça, c'est assez intéressant. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas identifier un enfant ou une personne âgée. Par contre, sur une traversée, on peut dire, tant que le piéton est sur la traversée, eh ben, on maintient le vert pour le piéton. Et ça, c'était un détecteur, une détection et un système qui s'opérait de façon automatique ou si c'était manuel?
Non, c'était un système automatique. Automatisé, OK. D'accord, parfait. Peut-être une question générale à tous, donc vous pourrez lever la main ou prendre la parole quand une intervention sera terminée. On a parlé beaucoup d'informations à donner aux piétons. D'ailleurs, Nicolas a classé les différents types de feux de circulation en fonction du degré, du nombre d'informations ou d'éléments d'information qui sont présentés par les différents feux. Est-ce qu'il est préférable, selon vous, de présenter plus ou moins d'informations aux piétons? Puis j'aurai des sous-questions par rapport à ça, mais peut-être très général pour commencer. Là. Alors, Nicolas semble aller vers davantage d'informations. Là. Oui, je ne sais pas si c'était une question pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, d'accord. Mais vous pouvez y aller. Non, mais pour ma part, moi, on estime que le feu français ne donne pas assez d'informations et qu'il est préférable, pour qu'il soit bien compris, de donner suffisamment d'informations aux piétons pour bien comprendre le fonctionnement du cycle de feu. Après, c'est comme tout, il y a une limite, il ne faut pas non plus, s'il y a trop d'informations, vraiment, ça tue l'information. Mais je pense que là, avec les 3 voire 4 informations, ce n'est pas trop d'informations pour le piéton. En tout cas, pour la grande majorité des piétons. Après, il faudrait une étude plus fine des personnes qui présentent peut-être des handicaps ou des difficultés cognitives. Ça, c'est des éléments qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais en tout cas, pour la majorité des piétons, je pense que c'est bénéfique. Je rajouterais peut-être, en effet, il n'y a pas tant d'études que ça qui ont demandé aux piétons qu'est-ce qu'ils comprenaient ou pas des feux, en fait. Mais c'est-à-dire dans un contexte de traversée. Peut-être que cette étude-là serait à faire parce que au Québec, j'ai l'impression que quand on a introduit le décompte numérique, donc le 3 informations, le bonhomme, le clignotant, le rouge, je crois, là, je fais un peu des hypothèses là, avec mon expérience terrain, je crois que ça se passe plutôt bien à 3 informations. Si on rajoute la 4e, en fait, il y a beaucoup de têtes de feu au Québec qui ont enlevé le clignotant ou qui est à côté de décompte numérique. Et là, ce qu'on comprend, en fait, certaines personnes ne comprennent pas ces décomptes numériques-là et d'autres les utilisent à mauvais escient. C'est-à-dire que quand on voit qu'il reste 3 ou 4 secondes, bien, on va avoir des piétons qui vont courir parce qu'ils savent qu'il leur reste 4 secondes. Bien évidemment, ce n'est pas tous les piétons qui sont capables de prendre cette décision-là, mais et puis on a même vu une chose encore pire, selon moi, c'est des automobilistes qui vont se servir de ces feux-là pour dire, surtout pour les virages à gauche, par exemple, où on sait qu'on peut s'avancer parce qu'il ne reste que 4 secondes aux piétons, puis que nous, après, on va pouvoir tourner à gauche. Donc, on a toutes sortes d'utilisation de l'information. Ce n'est pas un plaidoyer pour arrêter les décomptes numériques, là, mais je pense qu'il y a c'est une 4e information qu'on donne, ou une 3e ou une 4e dans le cas du Québec, qui n'est peut-être pas partout une bonne affaire, je pense. Je ne sais pas, il manque d'études pour qu'on prenne cette décision-là, pour être honnête. Mais c'est définitivement intéressant. Je trouvais intéressant d'ailleurs le puffin que vous avez parlé, parce que ça règle en tout cas notre problème des automobilistes qui se servent de nos feux piétons. S'ils sont juste sur le côté pour le piéton, ça peut être intéressant. Je ne l'ai jamais utilisé, mais pourquoi pas. Oui, je vais juste, Owen, ici, je vais juste ajouter 2 points. C'est comme personne qui est habité en Angleterre avec le système de puffin. C'est comme une des raisons qu'ils mettent à côté, c'est ça force le piéton à regarder la direction du trafic qui arrive. Ouais, comme personne, mais en même temps, j'ai grandi au Canada. Comme pour moi, j'ai regardé toujours avant. C'est comme, mais c'est où? Ah oui, c'est à côté. Mais ça m'a forcé à regarder la direction du trafic aussi. Donc, dans ce sens, ça peut être intéressant. Et j'ai juste vu, je pense qu'il y a une question de Pornaki qui est un peu en lien avec ça. Oui, il y a des systèmes, je pense que c'était montré, mais le système au Japon, c'est comme un sablier où il n'y a pas des nombres, mais il utilise un système qui juste diminue avec le temps. Et comme Marie-Soleil a dit, on ne sait pas si ça c'est un système mieux que d'utiliser les chiffres parce que il y a le problème aussi que je pense que quelqu'un a peut-être aussi demandé, c'est le problème que si une personne savent qu'il faut attendre presque 100 secondes, peut-être 16 personnes, OK, si je dois attendre 1 minute et plus, je vais chercher pour un petit gap où je peux
traverser. Donc, mais je n'ai pas vu des études qui montraient oui, c'est une est meilleure qu'une autre, mais c'est les choses à voir. Ouais. Effectivement, je voulais vous poser la question par rapport à ça parce que je pensais aux feux destinés aux automobilistes sur les zones de travaux. Où on va en voir, vous l'imaginez très bien, on circule en campagne, puis il y a une des deux voies qui est en réparation, puis on est en alternance des deux côtés pour pouvoir circuler en automobile. Et souvent, il y a un feu temporaire avec un décompte qui nous indique le temps qu'il nous reste à attendre avant que ce soit notre tour pour nous aider à pratiquer notre patience. Et ça fonctionne bien, mais effectivement, il peut y avoir des enjeux comme, ben, effectivement, j'ai 2 minutes à attendre devant moi. Ça peut être autant une occasion d'aller me chercher un journal à côté au dépanneur ou encore de, ben, j'attendrai pas 2 minutes puis je vais traverser. Donc, ce serait intéressant, effectivement, de creuser cette question-là. J'ai vu une étude en Irlande là-dessus, ça fait déjà quelques années, puis mon souvenir, qui avait essayé ces fameux feux avec des décomptes de l'attente, finalement. Ouais. Et il me semble bien que ça réduisait le nombre de contrevenants, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas traversé dans les bonnes phases, mais je pense que les différences n'étaient pas très grandes entre ce système-là et le système qu'il y avait avant. Donc, ce n'est pas encore concluant. Par ailleurs, si je peux rajouter une mini-affaire sur un projet qu'on a fait sur les piétons âgés, en France et au Québec d'ailleurs, ce qu'on s'est rendu compte avec leur mouvement de tête, on les a observés traverser, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est quand ils avaient le feu prioritaire, en fait, ils avaient besoin de ces feux-là pour prendre leur décision de traverser. Dans les stops, ils étaient beaucoup plus hésitants, par exemple, donc, où il y avait des arrêts. Donc il ne faut pas sous-estimer le fait que les gens utilisent cette information-là, surtout les gens qui ont plus de difficultés un peu ou en vieillissement. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'aussitôt qu'ils avaient leur feu, ils ne regardaient plus rien d'autre. Souvent, ils regardaient leurs pieds parce qu'en vieillissement aussi, on peut avoir des problèmes d'équilibre. Et là, on se fier à 100% au feu, ben c'est, en tout cas, dans une ville comme Montréal, c'est peut-être pas toujours hyper sécuritaire. Il faut rester vigilant du reste. Donc, dans cette idée de est-ce qu'on donne trop d'informations ou pas assez, il faut quand même que les gens aient la capacité de l'assimiler, d'en assimiler plusieurs en même temps. Puis ça, c'est le propre de traverser la rue de toute façon. J'ai une question en général qui va peut-être partir un peu, encore une fois, vers la destination française, qui va être destinée à Nicolas. Et vous pourrez répondre évidemment par la suite, là, mais puis on va en parler évidemment au cours des 4 conférences, des 4 webinaires qu'on organise, là, mais l'étude du CEREMA était très intéressante. Vous avez étudié plusieurs types de feux, plusieurs façons de les utiliser aussi. Est-ce que vous avez fait le lien entre les différents feux au-delà de la quantité d'informations qui était donnée aux piétons? Est-ce que vous avez fait le lien entre les différents feux et leur impact sur la sécurité routière? En fait, on cherche à trouver le meilleur feu, le feu idéal, là, à tout point de vue, évidemment. Oui, alors pour les feux piétons, donc, on a récupéré environ 200 documents quand même d'évaluation de différents systèmes de feu. Alors, vraiment, là où on a énormément d'études, c'est sur les décompteurs. Sur les décompteurs, quasiment chaque État américain a fait une évaluation. On a vraiment beaucoup d'éléments sur l'évaluation des décompteurs. Et globalement, les retours d'expérience sont bons, si ce n'est qu'on a quelques cas d'anticipation par les véhicules, c'est vrai. Mais voilà, sur les décompteurs, c'est très, très, très courant d'avoir des études. Par contre, sur les feux tricolores ou sur les feux clignotants, on a trouvé très peu d'études. Donc, on a essayé vraiment d'avoir des éléments tangibles sur l'impact de ces feux sur la sécurité routière. Mais il y a peu de pays qui ont fait des études vraiment avant-après, études de comportement, études des accidents, puisque forcément, des études sur les accidents, il faut les faire sur 4 ou 5 ans pour avoir vraiment quelque chose qui a une valeur statistique. Et tout. Enfin, on n'a pas beaucoup trouvé d'études de ce type-là. Du côté de nos chercheurs associés à Strapi, est-ce que vous avez fait le même constat? En fait, oui, j'avais à peu près la même réponse, là, je dirais. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé ce projet-là, n'est-ce pas, Étienne? Parce qu'on se disait, bon, on veut avoir des données qui nous proviennent du terrain. Vous allez voir dans les prochaines semaines aussi, là, on y allait avec l'historique des accidents, mais ce n'est pas du avant-après. On n'a pas un changement de feu quelque part. On a 2 façons de gérer les feux différentes. Puis, on essaie de contrôler pour le reste des environnements qui sont un peu différents aussi, évidemment. Mais assurément, il y a
pas, même ici au Québec, je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui sont au courant, parce que quand on a passé aux têtes de feu à Descomptes, je crois qu'on s'est beaucoup fié aux études américaines, mais je ne connais pas vraiment. J'essaie de me souvenir, là, je me souviens d'études au virage à droite au feu rouge, puis encore, là, je ne voudrais pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais je n'en connais pas tant que ça, non. Donc, c'est pas facile de faire des normes hein, quand on n'a pas de données. C'est un peu l'idée de ce genre de projet-là. Là. C'est vraiment chouette ce que le CEREMA a fait parce que vous êtes allé vraiment chercher loin l'info. Oui, tout à fait. Parfait. Bien, ça fait une belle transition, en tout cas, vers nos prochaines conférences qui viendront bientôt. Donc, on va mettre fin à la période de questions. Sachez que demain, un courriel vous sera envoyé avec les coordonnées des intervenants d'aujourd'hui. Donc, si vous aviez d'autres questions qui n'ont pas été répondues, vous pourrez écrire à la personne de votre choix là, pour avoir un complément ou pour engager une conversation. Puis également, ce courriel-là sera accompagné d'un sondage d'appréciation. Donc, évidemment, si vous avez des commentaires à faire sur l'événement d'aujourd'hui, on veut toujours s'améliorer. N'hésitez pas à le compléter pour nous aider à rendre votre expérience plus intéressante. Je vais prendre une minute pour vous rappeler les événements à venir pour les 3 prochaines semaines. Donc, le 27 janvier, nous aurons la présence d'Hugo Quintin qui viendra parler de l'analyse comparative entre Québec et Montréal des interactions piétons-véhicules à différents types d'intersections, ainsi que Pierre-Yves Chopin de Vivre en ville qui va parler de rues apaisées et d'intersections conviviales. Le 3 février, ce sera Motion Melody qui nous parlera de distraction des piétons, tandis qu'Hélène Fournel de Piétons Québec nous entretiendra plus particulièrement des enjeux des personnes aînées. Et enfin, le 10 février, ce sera à nouveau Hugo Quintin qui viendra cette fois nous parler de temps d'attente des piétons. Donc, on en reparlera et avec encore plus d'informations, tandis que François Routier du CIRIS, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, nous dévoilera les résultats de son étude sur les signaux sonores aux feux piétons sur le territoire de la Ville de Québec. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je remercie encore une fois nos conférenciers, Nicolas Spessard et Simon Turcotte. Je remercie également Marie-Soleil Cloutier et Owen Waygood d'avoir participé à les discussions. Et je remercie également les gens à la technique, là, Valérie Marcon, Marie-Soleil Gagné et Angèle Pinault-Lemieux, qui sont toutes les 3 d'Accès Transport Viable. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci. Bon, super, merci beaucoup.